Une question ce lundi 10 juillet de l'an de grâce 2023. Tunisie chasse aux migrants subsahariens. Où est passée la communauté internationale? C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Cette semaine, mesdames, messieurs, la deuxième ville de Tunisie, Sfax, a été le théâtre de violentes exactions envers les migrants subsahariens. Et ils sont plusieurs centaines à avoir été déportés vers la frontière libyenne. Des migrants manifestaient déjà vendredi dernier contre la violence dont ils sont victimes à Sfax, après que l'un d'eux a tué un habitant de cette ville de Tunisie. Depuis, ces candidats au départ vers l'Europe sont arrêtés, expulsés par les autorités tunisiennes. Nous ne sommes pas venus ici pour rester, nous sommes venus ici juste pour passer en Europe, mais c'est impossible. La garde nationale nous empêche de passer. De plus, on est là et on n'est pas libre. À chaque fois, on nous agresse, on nous chasse de chez nous. Donc, ce n'est pas normal. On n'est pas venu ici en Tunisie pour rester. On est juste ici un passage, explique Diallo, qui nous fait savoir justement que lui, il est un migrant guinéen. Chassé donc ces derniers jours de la ville de Sfax, de nombreux migrants errent dans une zone désertique à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Des expulsions confirmées justement par plusieurs organisations internationales. Eh bien, on nous dit déjà que vendredi, l'organisation de défense des droits de l'homme avait appelé les autorités tunisiennes à mettre fin à ces expulsions de migrants vers ces zones à risque. Il faut également rappeler que l'intervention des pays dont sont originaires ces infortunés a aussi été sollicitée. Nous demandons aux autorités tunisiennes de cesser les expulsions arbitraires de migrants d'Afrique noire, mais aussi de permettre l'accès et l'assistance à ceux qui se trouvent aux frontières avec la Libye et l'Algérie. Les pays de ces ressortissants doivent également tout mettre en œuvre pour leur venir en aide, lance d'ailleurs une personne. En février d'ailleurs dernier, le président tunisien avait présenté l'immigration clandestine comme une menace démographique pour son pays, alimentant dans la foulée la haine contre les migrants dans un pays asphyxié par une crise économique. Voilà pourquoi nous nous interrogeons donc. Tunisie chasse aux migrants subsahariens. Où est passée la communauté dite internationale? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Justinongo. Je dis bonjour aux techniciens, bonjour à mes co-combattants, comme je les appelle. Je dis bonjour à l'Afrique, spécialement ce matin aux Maliens. Au peuple malien qui fait la fierté de l'Afrique, au peuple centrafricain qui dort encore un peu, mais qui certainement se lève de petit à petit. Je dis bonjour pour Burkinabé, je dis bonjour au peuple sénégalais, bonjour au peuple nigérien, dont le pays est devenu de plus en plus une base, devient une sorte de base militaire du bloc atlantiste, au même titre que l'espace Djibouti, qui reçoit sur son territoire toutes les bases militaires que la Terre n'ait jamais connues. Comme je l'ai dit, je vais commencer par mon coup de gueule. Écoutez, Steve Longos, depuis, je pense que ça fait d'ailleurs l'objet d'une thématique dans nos précédentes, n'est-ce pas, émissions, notamment l'effet Van sur le continent africain. Et de plus en plus, nous constatons que le bloc atlantiste, notamment au travers Paris et Washington, fantasme sur la présence de Wagner sur le continent africain, qu'ils appellent non seulement une société, un groupe terroriste, mais également un groupe de mercenaires. Mais pendant ce temps, je voudrais qu'ils nous disent quelles sont ces sociétés-là qui ont justement gagné des contrats de sécurité du côté de la Libye. Comment appelle-t-on ces gens-là? Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaïssi. Il y a encore quelques mois, nous étions sur ce plateau pour parler justement des migrants du côté de la Tunisie et surtout de la sortie du chef de l'État tunisien qui déclarait haut et fort, parlant justement de cette immigration, que, bien sûr, il fallait les chasser et surtout, il fallait les poursuivre. Mais maintenant, il y a un autre problème qui se pose depuis la semaine dernière, surtout vendredi dernier. Ils sont des centaines, ces hommes et femmes qui manifestaient déjà pour dire à la communauté dite internationale qu'ils sont chassés par la Tunisie. Moi, de poser dans la question, où est finalement passée cette communauté dite internationale? Commençons d'abord par mettre en perspective les événements ou bien le fait qui a conduit
à cette chasse aux sorcières contre les migrants du côté de la Tunisie. Selon les médias tunisiens et africains, naturellement, il s'agit d'un fait de société. Oui. C'est-à-dire un migrant d'origine camerounaise qui poignarde à mort un citoyen tunisien. Ce dernier, dont l'identité n'a pas été révélée pour des raisons évidentes, avec ses complices, est interpellé par la police et mis à la disposition de la justice tunisienne. Et comme il fallait certainement s'y attendre, il y a donc comme une sorte de ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le retour, Oui. qui est organisé, c'est-à-dire une campagne de représailles, si vous voulez, pour parler plus simplement, une campagne de représailles qui est engagée par certains Tunisiens racistes et xénophobes qui sont encore dans le logiciel de l'esclavage arabo-musulman contre les Noirs, qui s'engagent dans cette chasse aux sorcières, violant hommes, femmes et hommes, tapant et poussant des femmes enceintes, quelquefois avec des nouveau-nés. Certains bailleurs ont pensé que c'était l'occasion de déloger le locataire. Et ces derniers, je parle de ces migrants, sont expulsés, non pas vers leur pays d'origine, dans le cadre éventuellement du respect du droit humain, mais ils sont expulsés vers le désert libyen, c'est-à-dire la frontière entre l'Algérie et la Libye, où prospèrent d'autres activités criminelles, notamment le commerce des êtres humains et des organes humains. Quelquefois sans nourriture, sans eau, sans ce nécessaire pour leur survie. Voilà les faits. Et dans ce contexte, nous constatons, je vais également convoquer mon analyse, le contexte. Nous savons quand, même comme il ne l'a pas avoué, Oui. nous savons que Kais Saied, qui est le président de la République de Tunisie, a un problème avec les migrants subsahariens. Nous savons, et c'est vrai qu'il a également dit, à savoir que la Tunisie ne va pas être, n'est-ce pas, la digue des migrants qui veulent aller en Union européenne, en territoire européen. Mais ce qui est faux, mais ce qui est encore très faux, c'est que ces derniers, n'est-ce pas, reçoivent des fonds de l'Union européenne pour bloquer les migrants, n'est-ce pas, qui font route en territoire ou sur le continent européen. Ils reçoivent pas moins de 100 milliards d'euros par an pour cela. Oui. C'est donc pour cela que dans les images qui ont circulé dans divers médias, vous allez constater que la police nationale tunisienne, qui est une institution qui devrait être respectueuse du droit, n'est-ce pas, a expulsé, maté, violenté ces personnes en détresse en conduisant certains dans les unités de police et d'autres dans le désert. Voilà la situation. Vous savez, comme vous l'avez d'ailleurs indiqué tout à l'heure dans votre introduction, ce n'est pas la première fois, nous sommes coutumiers du fait. Il y a quelques mois, nous avons également vécu, c'est là où M. Kayad lui-même, il a... En février dernier. En février dernier, voilà, où il a, de manière solennelle et de manière irresponsable, indiqué que le problème, c'était les migrants qui étaient à l'origine de l'insécurité du côté de la Tunisie. Il parlait également d'une menace démographique. Et qu'il parlait également, il disait que ce phénomène migratoire menaçait, justement, était un projet de grand remplacement. Était un projet de grand remplacement, n'est-ce pas, des Arabes par des Africains subsahariens. Pas des Noirs, il faut Pas des Noirs. Donc, nous sommes dans une sorte dans une campagne dans une propagande de complotisme. Voilà la réalité. Maintenant, donc, allons dans l'analyse en profondeur.
nous constatons malheureusement, face à cette situation grave, il y a eu des condamnations, j'ai envie de dire timides. D'abord, nous avons très peu entendu la voix de l'Union africaine qui a sorti un communiqué fade comme à son habitude. Nous n'avons pas vu l'Union européenne ou alors Paris, Washington, n'est-ce pas, se fendre en déclaration intempestive, en condamnation sur des circonstances comme à leur habitude. Nous n'avons pas entendu Antonio Guterres, n'est-ce pas, condamner cette violation du droit humanitaire international, du droit international et des droits humains. Oui. Parce que quoi? Dès lors que ces migrants subsahariens se retrouvent en territoire autre que le leur, ils bénéficient du statut de réfugiés, n'est-ce pas, ou d'exilés. Et de ce point de vue, ils doivent être protégés par les traités et conventions internationales. Malheureusement, parce qu'il s'agit des Noirs, ça ne peut pas émouvoir, ça peut émouvoir personne. Ces gens qui ont l'art d'amplifier justement le survol d'une mouche sur leur territoire. Il s'agit donc là d'un complot, une fois de plus, contre, n'est-ce pas, le peuple noir, n'est-ce pas, les migrants subsahariens. Je voudrais quand même aller plus loin pour dire quoi. Cette situation est la conséquence de deux choses. La première chose, la faillite des politiques de gouvernance dans les pays d'origine de ces migrants. Parce que s'il y avait des emplois qui étaient créés, je ne suis pas certain que ces femmes, ces hommes, ces jeunes prendraient le risque de s'engager dans des aventures ambiguës. Nous avons donc les premiers responsables, c'est d'abord les dirigeants de nos enclos coloniaux, comme je les appelle, qui ont très souvent plusieurs nationalités, parce qu'en réalité, ils sont à la tête de nos États, mais ils ne sont pas les nôtres. Ils ont été placés là par Paris ou par Washington. Il s'agit donc des administrateurs coloniaux qui sont là pour gérer non pas les intérêts de leur peuple, de leur pays, je veux dire d'origine, mais ils sont là pour servir les intérêts de leur pays d'adoption. Je voudrais quand même vous faire comprendre que la plupart des dirigeants africains ont au moins deux nationalités. Dès lors, vous comprenez pourquoi est-ce que lorsqu'ils veulent l'argent chez nous, ils vont le cacher ailleurs. Voilà le premier point. Le second point, c'est la responsabilité d'abord et d'ailleurs familiale. Parce que je ne peux pas comprendre, si je le rose, que des familles se cotisent. Se cotisent quelquefois à des dizaines de millions de francs CFA pour faire partie quelqu'un ou quelqu'une dans une aventure ambiguë, alors que cet argent peut aider, peut servir à créer, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, un projet, à mettre en place un projet sur place. Mais ils choisissent de dilapider cet argent, je veux dire, de remettre cet argent entre les mains des criminels, ce que vous appelez les passeurs. Voilà la réalité. Je voudrais quand même faire comprendre que dans le contexte des événements qui font l'objet de notre débat ce matin, vous avez des personnes dont les biens ont été détruits, volés ou vendus. Je pense qu'il ne s'agit pas là d'une question qui peut passer en perte et profit. Dans le contexte camerounais, tous les jours, les citoyens camerounais sont agressés par des citoyens d'autres pays d'Afrique et quelquefois d'Europe. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il s'agit d'un locodème, notamment un Libanais, un Français ou un Belge, il est exfiltré, il rentre tranquillement chez lui. C'est-à-dire que ce sont nos institutions qui sont censées le sanctionner, qui le protègent. Je prends un cas. Il y a quelques semaines, je suis allé à Kribi pour une intervention d'ordre judiciaire. Il s'agit d'un citoyen camerounais dont un camion a été volé par celui-là qui avait vocation à en assurer la gérance. Ce camion est volé et revendu à un citoyen d'origine libanaise qui l'a acheté à 2 millions de francs CFA, s'il vous plaît, à moins de 2 millions de CFA. C'est-à-dire qu'il n'a même pas été versé en une seule tranche. Il s'agit quand même d'un camion de 20 tonnes, c'est-à-dire de 10 euros comme on dit souvent chez nous. Et le receleur, c'était un Libanais.
très bien connu dans les services, n'est-ce pas, dans la ville de Kribi. Oui. Le voleur qui est un Camerounais est derrière les barreaux. Le receleur qui est l'acheteur est dehors et il espère le bien voler. Et il nargue tout le monde à Kribi. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par les institutions qui sont de l'État, qui sont du côté de Kribi. La preuve, c'est que le bonhomme, quand il arrive même dans la compagnie de gendarmerie où il a été convoqué, il pose les pieds sur la table. Ça veut dire qu'il se sent chez lui. Voilà la réalité. Alors que nos institutions devraient le sanctionner parce que le receleur est doublement sanctionné. Mais c'est le Camerounais qui se retrouve seul derrière le barreau. Deuxième exemple. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu un cas du siècle du côté de la BICEC où était impliqué le directeur général adjoint, entre autres, de la BICEC. Oui. Les Camerounais ont été mis derrière les barreaux. Le Français, qui était DG, a été exfiltré. Il glisse à la côte douce chez lui. Donc, vous avez plein d'exemples comme ça qui poussent donc, qui de notre point de vue, qui de mon point de vue, constitue une aberration. Une aberration à la fois, n'est-ce pas, citoyenne, une aberration du point de vue légal. Quand nous retournons du côté de la Tunisie, où la police qui a vocation à protéger les migrants, c'est-à-dire des citoyens, quel que soit leur bord, oui, se retrouvent en train de se comporter, n'est-ce pas, en bourreau, ça veut dire que de ce côté-là, nous avons affaire non plus à des institutions démocratiques, mais nous avons beaucoup plus affaire à du racisme, à l'expression du racisme et de la xénophobie refoulée de manière particulière par le peuple tunisien et plus généralement par les Maghrébins. Albert Notela, ici, nous avons quand même eu quelques-uns d'entre eux au téléphone. Ils parlent de saccage de leur maison par les, on le dit comment, par les propriétaires de ces maisons-là. Il y a également des incendies organisés, on le dit comme ça, au sein même de ces immeubles par les Tunisiens, des arrestations arbitraires. On ne va pas également oublier que certains sont parqués dans des endroits en attendant justement que leur pays d'origine ne fasse leur rapatriement. Voilà le quotidien justement de ces migrants noirs du côté de la Tunisie. Là, sur cette question, il y a une double responsabilité. La première responsabilité est celle des représentations diplomatiques des pays, n'est-ce pas, des pays dont sont originaires ces migrants. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui vont m'opposer le fait que la plupart des représentations diplomatiques se trouvent dans la capitale Tunis et que le tiers des événements, c'est Sfax. Mais c'est la deuxième ville tunisienne. Là-bas. Voilà. Alors, ça ne peut pas les affranchir de leurs responsabilités citoyennes. Parce qu'une représentation diplomatique a vocation à protéger ses citoyens. Où ils se trouvent, c'est ce territoire-là. Je voudrais vous ramener pour qu'on se comprenne un peu dans le contexte des événements qui sont actuellement en cours du côté du Soudan. Oui. Beaucoup de pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, ont évacué, n'est-ce pas, leurs ressortissants. Mais tenez-vous tranquille, vous avez certains ressortissants de l'Afrique, des pays de l'Afrique centrale, qui ont été les derniers à quitter les 2 feux allumés par les 2 généraux. Ça veut dire que nous avons un problème d'organisation, de protection de nos concitoyens. C'est important. La seconde chose, l'autre responsabilité est celle des CAIS, celle du gouvernement tunisien, qui, de notre point de vue, devrait faire l'objet des sanctions internationales, parce que c'est une récidive. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est la seconde fois en quelques mois que des citoyens subsahariens sont victimes de racisme et de xénophobie. Mais vous allez me dire que la charte des Nations Unies, ces machins-là, est censée assurer la justice internationale. Mais, vous savez, la justice internationale ne compte que pour le bloc atlantique. Ça n'a aucune valeur lorsque ça se trouve de l'autre côté n'est-ce pas, des côtes méditerranéennes. Surtout quand vous avez la peau noire. Logiquement, au regard de ces faits gravissimes, la Tunisie devrait faire l'objet de sanctions internationales. D'abord, continentales, à partir de l'Union africaine,
qui est un machin, et là, elle confirme à nouveau que c'est un machin. Ça devait faire l'objet de condamnation, des représentations de l'organisation sous-régionale. Je n'ai rien entendu du tout, ni de la CIADAO, ni de la CIAC ou bien de la CEMAC. Je n'ai rien entendu du tout. Donc, je n'ai non plus entendu de quelques condamnations, que ce soit du côté de l'Union européenne, qui ont l'habitude de se mettre de tout et n'importe quoi, ainsi que de l'ONU. Voilà. Donc, c'est l'Union africaine. L'Union africaine, c'est un machin. Lorsque nous parlons de choses sérieuses, vaut mieux ne pas convoquer ce machin-là. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont l'habitude de fantasmer sur, n'est-ce pas, les exactions de l'armée malienne, les exactions de Wagner, mais jamais sur les exactions commises par leurs armées sur le continent africain, notamment les forces d'occupation que vous appelez les forces de maintien de la paix d'interposition de l'ONU. Nous en connaissons, qui commettent des viols, qui commettent des vols. Il n'y a jamais eu, ça n'y a rien à voir, vous circulez. Alors, je pense que dans ce contexte des événements de la Tunisie, il faut véritablement que la communauté dite internationale s'y penche. Sinon, nous allons donner... D'ailleurs, Kadhafi avait raison de dire que ce machin, c'est pas pour nous, ça ne concerne pas le machin. Je crois qu'il est important que les États africains, de manière individuelle, prennent leurs responsabilités pour protéger leurs concitoyens. Dans le contexte camerounais que j'évoquais tout à l'heure, lorsque un citoyen étranger est pris en flagrant délit, enfin, délicatesse avec la loi, que se passe-t-il? Il est traduit par devant les juridictions compétentes. Ce n'est pas la justice populaire qui s'en occupe. Mais, paradoxalement, ces pays-là, c'est dans ces pays-là où nous donnons, qui sont des donneurs de leçons, où c'est pas tout le contraire de ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que si l'auteur ou les complices d'un crime ont été identifiés et traduits par devant les juridictions compétentes, pourquoi s'en prendre aux autres n'est-ce pas, aux autres citoyens, n'est-ce pas, africains? Ça veut dire que nous avons un problème. Et en plus, et c'est encore plus grave, en Tunisie, on ne se prend pas pour les Africains. On se prend certainement pour les Européens. Dans ce cas, je leur propose carrément de créer, n'est-ce pas, de créer une sorte de bouleversement, n'est-ce pas, tectonique, qui va séparer le Maghreb du reste de l'Afrique. Comme ça, ils seront tranquilles avec, n'est-ce pas, avec leur culture pro-européenne. Non, on s'en fout. L'autre part de responsabilité, et qui est la troisième d'ailleurs, revient à ces migrants. Tout à l'heure, je l'ai indiqué que je n'ai pas compréhensible que les familles se cotisent. Tenez, le cas que j'évoquais tout à l'heure pour Kribi, c'est un bonhomme qui a vendu le camion d'autrui pour aller en aventure. Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un peut commettre de telles bêtises au lieu de chercher à monter un projet chez lui et prendre des risques. Je crois que la responsabilité est également familiale. Parce qu'il y a un manque de sensibilisation. Parce que vous avez toute une famille qui se cotise pour donner des millions à quelqu'un qui va aller chercher, qui va en aventure. Il sait pas ça a un sens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir comprendre une chose au travers de ce qui se passe. Je ne voudrais pas ici dire que tous les Tunisiens sont des racistes ou des xénophobes. Non. J'ai vu beaucoup de Tunisiens s'organiser au travers des associations ou organisations non gouvernementales, se déployer quelquefois à leurs frais pour soutenir et venir en aide à ces migrants subsahariens en détresse. Ça, c'est quelque chose d'important parce que cela me démontre qu'ils ont encore en eux quelque chose d'humain. Mais par contre, en ce qui concerne les dirigeants tunisiens, il faut qu'ils sachent qu'ils ont également leurs ressortissants ailleurs sur le continent africain. S'il y a un effet ou alors l'application d'un principe de réciprocité, je ne sais pas si Tukaï Sayeb, qui assume son racisme et sa xénophobie, aura à redire. Albert Natola, ici, vous avez parlé tout à l'heure de la communauté internationale, enfin, dite internationale. Est-ce parce que ce sont des Noirs? Voilà pourquoi ça n'émeut personne. Mais attendez, ils n'ont rien à cirer. Dans le contexte, dans un autre contexte, vous avez même vu mieux du côté du Maroc, où les migrants ont été violentés, bastonnés. Oui. Ceux qui ont eu le courage, ou bien j'ai envie de dire la naïveté de traverser la Méditerranée pour se retrouver du côté d'Espagne. Vous avez vu l'Espagne qui est un pays européen.
et qui a la prétention de dire qu'il est un État démocratique. Vous savez comment on a traité n'est-ce pas, les subsahariens de ce côté. Et quand nous disons que l'Europe est fondamentalement raciste et xénophobe, ils disent que nous sommes des complotistes, on exagère, nous sommes excessifs. Voilà les faits. Donc, c'est un bis repetita. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont condamné l'Espagne, qui fait partie du bloc européen, dans le contexte de ces événements que j'ai relatés là? Du tout. Ça les engage en risque. Ils n'ont rien à foutre parce que ce sont les Noirs. Ils n'ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est qu'il faut que l'Afrique s'aligne derrière l'agression russe en Ukraine. Point barre. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'agression russe en Ukraine? Si c'est une agression. Je crois que les États-Unis ont bien annexé l'Irak. En 2003, en 2002-2003, je pense. En 2003. Est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui capables d'assumer les crimes, les morts qu'ils ont causés du côté d'Irak sous des fallacieux prétextes de détention d'une bombe, d'une arme de destruction massive? Jamais. Donc, c'est pour laquelle j'ai l'habitude de vous le dire. Il y en a qui me trouvent très dur, peut-être même radical. Je vous dis, monsieur Steve Zinongos, tant que ces gens, au bureau de restitution, ne tomberont pas chez nous, c'est-à-dire un Français tombe, un Américain tombe, un Belge tombe, un Britannique tombe, ils ne vont pas comprendre. Et je pense qu'il est important de s'organiser autrement que par la guerre idéologique. Parce que la guerre idéologique, quelquefois, implique la diplomatie, mais la diplomatie n'a jamais résolu un problème dans le contexte de la violence. La diplomatie a rarement résolu le problème. C'est quoi? Nous avons l'exemple sur nos yeux en ce qui concerne le cas tunisien, en ce qui concerne le cas, n'est-ce pas, de l'Ukraine, où vous avez une majorité des pays du globe qui militent pour la négociation. Mais Biden vous dit que non, je vais offrir, je vais plutôt armer Kiev, je vais plutôt la guerre. Ça veut dire que ces individus, ces locodèmes qui ont la prétention d'être les civilisateurs du monde, ont une culture de violence, de force, de barbarie. Il faut leur opposer ça. Si on ne leur dit pas ça, j'assume ce que je dis. Que le CNCC me sanctionne, j'ai rien à foutre. Parce qu'à un moment donné, il s'agit d'une sorte de condamnation sélective qui nous est imposée, d'une sorte d'application sélective du droit international. C'est-à-dire quand il s'agit des Européens, on doit s'aligner derrière le droit international. Quand il s'agit des Africains qui sont vendus au Maghreb, qui sont violentés, qui sont utilisés comme esclaves sexuels n'est-ce pas, au Golfe Persique, au Proche-Orient, ce n'émeut personne. C'est ça les réalités. Donc, il appartient aux Noirs d'être conscients. Ne pas être naïf, c'est pour ça que nous sommes là tous les jours, pour les conscientiser. Merci à vous, Albert Natoula, ici. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.